Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Le goût du soleil, de Christian Laborie, interprété par Nicolas Justamont. Prologue. Chaque dimanche, Sébastien Rochefort attendait avec impatience la venue d'Emilio Alvarez. Celui-ci possédait une petite propriété, la Soleillade, située à proximité du clos du Tournel, le manoir dont Rochefort avait hérité à Anduze, à la mort de sa mère. Depuis plusieurs mois, c'était devenu pour les deux compagnons plus qu'un rituel, un rendez-vous avec l'histoire qu'aucun d'eux n'aurait voulu manquer. Assis confortablement dans le canapé de son salon, à côté de son fils Ruben, Sébastien observait les aiguilles de la pendule et guettait le moindre bruit au dehors. Il savait qu'Emilio se ferait conduire en voiture par son petit-fils, Emmanuel, comme il en avait pris l'habitude depuis que celui-ci les interrogeait sur leur passé. Anduze, 1988. Les trois hommes avaient accepté de livrer leurs souvenirs d'une période héroïque de leur vie, qu'ils avaient vécue ensemble et qui les avait unis dans l'amitié. À 94 ans, Sébastien Rochefort n'avait pas perdu de son mordant ni de sa fougue. Certes, les rhumatismes le clouaient parfois au lit ou dans son fauteuil et l'obligeaient à suivre chaque année une cure thermale à Roya, mais il refusait de se laisser dorloter par ses petits-enfants comme un grand-père qu'on rend sénile à force de vouloir lui imposer trop de sollicitude. Bien qu'il s'en défendît, ses proches reconnaissaient en lui le digne descendant d'Anselme Rochefort. Sous prétexte qu'il s'était toujours opposé à ce dernier dans sa jeunesse et qu'il avait renoncé à participer au destin de son entreprise au nom de ses idéaux, il s'évertuait à prouver qu'il avait combattu, sa vie durant, toutes les formes d'oppression, et qu'il ne pouvait donc être assimilé à son défunt père, dont il respectait toutefois la mémoire. Pendant sa longue existence, Sébastien Rochefort avait servi les causes les plus nobles, défendant la libre expression et l'information là où la démocratie était bafouée. Grand reporter, il avait sillonné les chemins les plus périlleux et s'était souvent exposé, afin de sensibiliser le monde, par ses articles sans complaisance, au drame que vivaient certains peuples de la planète. Écrivain reconnu et journaliste chevronné, il avait acquis une notoriété incontestée. Ses romans étaient traduits dans plusieurs langues et vulgarisaient ses idéaux en même temps qu'il traitait les faits d'une actualité toujours brûlante. S'il avait mis fin à son activité de presse à l'âge de 75 ans en tant qu'éditorialiste au Monde, après être passé par l'Express puis le Nouvel Observateur, il n'avait jamais cessé d'écrire. « Je mourrai la plume à la main », aimait-il déclarer, comme Molière est mort sur les planches. Depuis sa première mission en Indochine, au début des années 20 pour le journal Le Populaire, il s'était retrouvé sur tous les fronts, là où la guerre sévissait. En Espagne, pendant la chute de la République, dans l'ombre de la Résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale, à nouveau en Indochine jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. En Europe de l'Est, il avait couvert la guerre froide, de Berlin à Budapest. Puis il s'était introduit en Corée et à Cuba. En 1962, après les accords d'Évian et la paix en Algérie, il avait enfin décidé de raccrocher. 68 ans, avait-il cru bon d'annoncer. Ce n'est plus un âge pour monter au front. Il continua néanmoins à écrire ses chroniques et ses éditoriaux enflammés pendant plusieurs années et à défendre avec conviction l'idéal de liberté qui l'avait sans cesse animé. En semi-retraite depuis bientôt 20 ans,
Il s'intéressait plus que jamais à l'actualité de son époque et acceptait volontiers de donner des conférences dans les salons du livre ou devant un parterre d'hommes publics en mal de soutien à leurs idées. Il avait encore la parole et la diatribe facile et ne se privait pas d'interpeller députés ou ministres qui, selon ses propres mots, ne faisaient pas le boulot. Ses conseils étaient recherchés. Sa présence sur les plateaux de télévision désirée, son amitié convoitée. Sébastien était conscient d'avoir réussi pleinement sa vie. Il ne lui restait plus qu'à rédiger ses mémoires, ce qu'il ne s'était jamais décidé à entreprendre. Homme de lettres, il n'aurait éprouvé aucune difficulté à se lancer dans ce que beaucoup d'êtres de sa trempe affectionnaient au crépuscule de leur existence. Mais il estimait qu'il s'agissait là d'un exercice d'autosatisfaction et de narcissisme, et qui consistait à flatter son ego davantage qu'à permettre à la vérité d'éclater. Aussi avait-il toujours repoussé cette décision que nombre de ses amis attendaient avant qu'il ne soit trop tard. À 90 ans, leur avait-il rétorqué quelques années plus tôt, « J'ai encore trop de choses à faire avant de me complaire dans le voyeurisme intérieur. » Quel sale caractère! Ne se gênait pas de colporter ses détracteurs. Rochefort se croit éternel. Mais le succès de ses romans les mettait tous au pas. Il n'empêche qu'à son âge, il a encore beaucoup de ressorts, et son esprit ne fléchit pas, relevaient ses admirateurs. Toutefois, ce qu'il avait repoussé jusqu'à présent, il n'avait pas pu le refuser à son vieil ami Emilio Alvarez, quand celui-ci lui avait demandé son aide pour revenir sur ce qu'ils avaient vécu ensemble 50 ans plus tôt. Il ne s'agissait pas de rédiger ses mémoires, ni même ses souvenirs d'une période glorieuse, mais simplement de collaborer à une recherche universitaire. Le petit-fils d'Emilio, Emmanuel, connaissait bien l'histoire de son grand-père et celle de la guerre d'Espagne qu'il avait étudiée à la faculté des lettres de Montpellier. Il y occupait un poste d'assistant et préparait une thèse sur le franquisme. Aussi lui avait-il demandé sa collaboration pour lui apporter son témoignage sur des faits qu'il n'avait appris que dans les livres. « Ton expérience, lui avait-il confié pour le convaincre, me sera d'une aide précieuse. Elle donnera à ma thèse plus de véracité grâce aux anecdotes que tu pourras me raconter. » Après maintes hésitations, Emilio avait consenti à se livrer, plus pour faire plaisir à son petit-fils que par inclination à évoquer le passé. Car, comme la plupart des réfugiés espagnols victimes du franquisme, il n'aimait pas s'épancher. Il partageait cette pudeur naturelle avec les rapatriés d'Algérie, ces pieds noirs qui n'avaient pas toujours été considérés comme des vrais Français. À une seule condition, avait-il exigé. Laquelle ? Que tu acceptes également la présence de mon ami Sébastien Rochefort, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Et moi non plus, c'est exact. Je n'y vois aucune objection, grand-père. D'ailleurs, on pourrait aussi faire appel à son fils, Ruben. Il vous accompagnait à l'époque, n'est-ce pas? Effectivement, nous étions 3 embarqués dans cette galère. Puis nous avons été séparés et nous nous sommes retrouvés. C'est une longue histoire. Emmanuel prit donc date pour organiser ses discussions avec Emilio, Ruben et Sébastien Rochefort. Chaque dimanche, tous les 4 se réunissaient ainsi au clos du Tournel pour d'intimes confidences qu'Emmanuel enregistrait sur son magnétophone avant de les transcrire dans ses carnets, qui serviraient ensuite à la rédaction de sa thèse. Sébastien avait gardé intacte sa mémoire des faits. Il connaissait parfaitement le parcours de son ami catalan qu'il avait rencontré 2 ans après l'arrivée de celui-ci dans le Gard, en 1934. À l'époque, le jeune immigré travaillait dans les vignes d'un certain Louis Lansac, à Saint-Hippolyte-du-Fort. Aussi, lorsque l'évocation de leurs souvenirs devenait trop douloureuse pour Emilio, c'était Sébastien qui prenait la parole et narrait, sans rien omettre, les événements qui les avaient placés tous les deux sur les chemins de la retirade.
Sébastien racontait avec une fidélité sans faille. Parfois, il se tournait vers Emilio pour obtenir son consentement ou pour lui faire préciser un fait qui lui échappait. Alors, Emilio poursuivait et, des trémolos dans la voix, il ajoutait ce qu'il ressentait et que son ami ne pouvait deviner. Ainsi, petit à petit, leur épopée prenait forme. À la Soleillade, où il avait établi ses quartiers avec Héloïse, sa jeune compagne, Emmanuel transcrivait dans son ordinateur les moindres détails du récit épique évoqué par son grand-père, mais surtout par Sébastien Rochefort, dont le talent de conteur n'avait d'égal que la plume d'écrivain. Sébastien supervisait son travail et corrigeait les passages qu'il avait tendance à enjoliver ou à déformer. Vieux routard du journalisme, il retrouvait avec le petit-fils d'Emilio toute la verve qu'il mettait dans ses propres chroniques à l'époque glorieuse de son engagement, le sel de sa riche existence.